toutes les équipes quasiment de l'entreprise sont mobilisées. Il y a une grosse préparation en amont, parce qu'il faut qu'on prépare l'architecture technique. Je te disais, on vend 1,7 million de billets, par exemple, sur ce type de journée. D'accord. Les gens se lèvent très tôt, enfin nos clients se lèvent très tôt, puisque ça commence dès 6h du matin. Okay. Et donc en fait, à 6h du matin, on peut remplir jusqu'à 8 TGV par minute. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101. Je suis Marc Sanselme, l'hôte de ce podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Dans Data Driven 101, je reçois chaque semaine des professionnels pour qu'ils nous partagent leurs expériences et leurs visions sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Johan Motion, directeur Performance Business and Web Analytics chez SNCF Connect & Tech. SNCF Connect & Tech, filiale privée de SNCF Voyageurs, est le leader du numérique et du e-commerce français dans le secteur des mobilités. Bonjour Johan. Bonjour Marc. Alors Johan, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de l'activité de SNCF Connect & Tech ? Oui, bien sûr. L'entreprise SNCF Connect & Tech a une ambition principale, c'est d'innover pour rendre les mobilités durables accessibles à tous. Au travers de cette ambition, on a deux activités principales, une que tout le monde connaît, notre activité d'e-commerçant et de distributeur de mobilité durable via notre application et notre site SNCF Connect. Et on a une autre activité de services et de solutions numériques pour le groupe SNCF, mais aussi pour des collectivités ou d'autres entreprises qui souhaitent se développer dans le secteur de la mobilité. D'accord. Alors par exemple, pour parler un peu d'autres choses que la SNCF qui seraient accessibles, on parle de quoi ? On parle d'autres marques d'autres opérateurs de train. Oui, ça peut être en dehors de la SNCF. En fait, on développe des applications qui peuvent être utilisées principalement par la SNCF, qui est notre client principal, mais on a aussi d'autres entreprises qui peuvent venir à nous, puisqu'on est des experts en digital, qui peuvent venir à nous pour qu'on les aide aussi sur le développement de solutions. Donc ça reste dans le cadre de la mobilité, mais certaines applications développées pour la SNCF peuvent être utilisées effectivement par d'autres acteurs de mobilité, sur toute la partie contrôle, etc., aide aux conducteurs. Voilà, on développe ce type de solutions principalement. D'accord, donc il y a une partie qui vend des billets. Ouais. Et une partie qui aide les opérateurs de train, le personnel. C'est ça. Ouais, c'est les applications qui sont mises en œuvre, elles sont principalement encore une fois pour le groupe SNCF, mais on aide soit les opérateurs dans les trains via certains services ou certaines solutions. Okay. En fait, on part de l'idée. Quand il y a des problématiques, on part toujours d'une idée. En fait, on a deux sous-activités, on va dire, dans cette activité principale. Ouais. La première, c'est on part de l'idée. On travaille avec le besoin, on va faire le développement, la conception et la mise en place. Et puis l'autre, comme je disais aussi, c'est on est comme une ESN, une société de service. Ouais. On vient accompagner des entreprises qui ont des besoins spécifiques sur les services numériques. D'accord, très clair. Alors, ton équipe en particulier, qu'est-ce que vous faites ? Alors, deux activités aussi chez moi, comme pour l'entreprise. Moi, donc, je m'occupe de toute la partie mesure de la performance business et marketing. C'est une de mes activités. J'en ai une deuxième qui est la mise à disposition des données digitales pour l'ensemble de l'entreprise. Oui. L'objectif pour aller un peu plus loin, c'est quand je dis mesure, c'est vraiment on a donc moi je travaille uniquement sur SNCF Connect. Je suis principalement dédié sur SNCF Connect et en fait, sur l'activité de vente de billets de train. Et donc, forcément, on veut mesurer notre performance au quotidien, en hebdo, en mensuel. Ça, c'est pour la première partie. Et la deuxième, c'est on a une activité d'e-commerçant. Et donc, forcément, les données digitales ont une importance toute particulière. Ouais. Et donc, moi, une partie de mes équipes met à disposition toutes ces données digitales pour que ça puisse mesurer la performance de nos parcours, etc. D'accord, très bien. Donc votre équipe, elle est un peu en charge de agréger, nettoyer, transformer cette donnée pour la rendre exploitable. Alors on est même en plus bas. En fait, on en reparlera peut-être aussi, mais nous on est vraiment en bout de chaîne. D'accord. C'est-à-dire que nous on est là pour exploiter la donnée. Analytics. Ouais, on est vraiment sur la partie analytics pour la première activité. Pour la deuxième, effectivement, on est plutôt sur une partie où on va mettre à disposition. Donc j'ai encore ces deux activités-là, mais tu as raison sur une partie.
La première étant en bout de chaîne, la deuxième étant plus en amont. Et alors, de quel genre de données on parle? Quel type de données vous traitez? Alors, on va traiter... Alors, je vais citer un chiffre, comme ça va donner tout de suite le périmètre de ce qu'on traite comme données. On a vendu en 2023 un peu plus de 200 millions de billets. Et donc, on traite principalement des données business, puisque c'est ça qu'on va regarder. On va mesurer notre performance business. On traite aussi de données clients. Alors, ces données-là, elles sont captées suivant les règles RGPD, bien entendu. Mais du coup, derrière, ça va nous permettre de traiter, alors c'est pas forcément dans mes équipes, mais en tout cas pour l'entreprise, d'optimiser notre connaissance client. On va traiter de données marketing, tous les partenariats qu'on peut faire, les publicités, tout ce qu'on peut faire sur Facebook, les mails qu'on envoie, etc. Oui. Et puis, on va avoir toutes les autres données digitales, c'est-à-dire les parcours de nos clients sur notre site ou notre application. De ces données-là, en fait, c'est de là qu'on va tirer la moelle en fait importante de ces données pour mesurer notre performance. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place comme interface pour la visualisation de vos analytics? Alors, on a une chaîne de la donnée qui part de donc pour essayer de simplifier, on a notre site et nos applications, les clients naviguent, achètent, etc. Oui. Pas que de l'achat d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de consultations maintenant. Oui. Et en fait, cette donnée, elle est déversée dans une data platform, tout ce qu'il y a de plus classique. Elle est transformée par des équipes dont c'est le métier et mise à disposition au travers de données agrégées pour qu'ensuite on les exploite via des outils de data visualisation principalement. Ou des outils de traitement de données pour faire des analyses. Alors, différents types d'analyses. Des analyses prescriptives, pour essayer de donner des actions à partir de la donnée. Des analyses prédictives, pour essayer de prévoir aussi ce qui va se passer. On a aussi toute une activité de prévision, parce que c'est important la prévision dans la mesure de la performance. Et on a aussi toute l'analyse descriptive pour comprendre ce qui s'est passé et nous améliorer. Ok. Prévision, c'est à quelle échelle vous essayez de prédire la journée, au train? Comment est-ce que vous essayez de prédire les flux de voyageurs? Si c'est les flux de voyageurs dont on parle d'ailleurs. Non, on essaie de prédire principalement la partie vente de billets. Ouais. On n'est pas à la journée, on essaie de prédire sur. En fait, on fait une première projection forcément en début d'année et après on essaye de prédire, d'affiner à la journée. Mais on prédit sur 2-3 mois de licence, ce qui nous permet de savoir quand il y a les ventes qui sont réalisées sur une journée donnée, est-ce qu'on est dans les clous ou pas de nos objectifs. Ok. Alors je suis toujours curieux sur ce genre de problème qui cherche à prédire des choses sur une journée du calendrier. C'est quelles sont les features les plus importantes, quels sont les prédicteurs les plus importants que font ressortir vos algos pour déterminer le nombre de voyageurs? Alors, il y a une partie qu'on maîtrise. C'est assez cyclique dans le train, dans le domaine de la mobilité. Par exemple, les vendredis soirs, les gens partent en week-end, donc forcément, on sait que c'est des journées qui vont être plus importantes. Donc le jour de la semaine, du jour. Ouais, le jour de la semaine rentre en ligne de compte. Ouais. Après, il y a des éléments qu'on maîtrise moins, comme la météo. La météo peut avoir un effet. Si jamais il fait pas beau, vous n'avez pas forcément envie de partir en week-end. Ok. Il est important cet effet de la météo. Il est difficilement mesurable. Ouais. Mais en fait, quand on fait nos analyses descriptives a posteriori, on regarde cet effet météo. Après, la météo, on sait très bien que c'est difficilement prévisible aussi. Donc, on ne le prend pas en compte dans nos analyses prédictives. On le regarde dans nos analyses descriptives. Et après, oui, il va y avoir les périodes de l'année, les ponts. Les vacances scolaires, les vacances d'été, tout ça, c'est des éléments qui font qu'on arrive à ajuster. Est-ce que le pont tombe un vendredi ou est-ce que ça tombe un jeudi? Voilà, tout ça, c'est des éléments qui rentrent en ligne de compte en fait dans les algorithmes. Est-ce que vous prenez en compte l'événementiel, genre je sais pas moi, un match, un quart de finale ou une demi-finale de Coupe d'Europe, un truc comme ça qui est un peu exceptionnel et qui va faire bouger beaucoup de gens? Alors, on peut, c'est assez rare quand même. Il faut vraiment que ce soit un énorme événement comme les JO qu'on a connus là à Paris cet été, ou une Coupe du Monde de foot, qui peut avoir un effet. Alors, une anecdote, un match de la finale de l'équipe de France se voit sur nos performances directement. On peut limite voir les buts
sur nos courbes d'audience. Ouais. Puisque quand il y a un but pour l'équipe de France, l'audience baisse. Alors après, encore une fois, là, on descend à une maille vraiment très fine, voire trop fine pour du suivi. Ouais. Néanmoins, dans nos prédictions, on essaye, sur les gros événements comme ça, de les prendre en compte. Mais c'est pas toujours facile à estimer. Oui, l'activité sur votre application augmente ou descend. Ouais. C'est ça. Ouais. Elle augmente ou elle descend en fonction de ces événements-là. Ouais, bien sûr. Mais il faut que ce soit des gros événements. Ouais. Et sur la vente de billets, au moment du départ du train, des événements comme une finale une finale du championnat de foot ou de rugby par exemple. Le Stade de France, 80 000 personnes, ça fait quand même toute une ville, on va dire au moins 40 000 personnes qui se déplacent. Ouais, alors ça se voit pas sur les. Si, on va avoir des pics notamment. Alors, comme je vous disais, on est là pour vendre des billets de train, mais on a aussi un deuxième pan en fait qui s'est beaucoup développé avec SNCF Connect. C'est toute la partie consultative. Et donc en fait là, nous, on vend des billets pour l'Île-de-France Mobilité, par exemple, mais on le voit aussi sur l'audience, sur la partie recherche d'itinéraire ou information voyageur. Et donc effectivement, on va avoir des pics, par exemple, si jamais il y a des événements au Stade de France, on va avoir des pics effectivement d'audience sur ces pages-là spécifiques qu'on va pouvoir observer. D'accord, donc le feature le plus important, c'est pas tant l'événement lui-même, mais c'est est-ce que les gens ont recherché un trajet à cette date-là. Exactement. Et c'est une donnée bien plus utile puisque qui est chargée d'encore plus d'informations que l'événement lui-même. En fait. Oui, parce qu'en fait, en fait, toute la partie vente en amont va nous permettre de dire, oui, on a un gros événement à cet endroit-là, la Coupe du Monde de rugby aussi. En 2023, on avait suivi ça de plus près. Donc il y a toute la partie bien en amont, et il y a la partie le jour J. Cette partie le jour J, elle est moins maîtrisable, on la connaît plus ou moins. Une nuit blanche à Paris, etc. On sait qu'on va avoir un pic de consultation de recherche d'itinéraire, par exemple. Ok. Ouais, on peut espérer que les gens qui s'organisent très longtemps à l'avance soient à peu près proportionnels, à ceux qui s'organisent en dernière minute, et que du coup, avec les gens qui ont regardé un trajet 6 mois à l'avance, ça nous donne déjà une bonne estimation par une règle de 3 du nombre de personnes qui prendront le train ce jour-là, quoi. Ouais, après, on a quand même deux populations assez différentes sur cette partie, puisqu'on a beaucoup de personnes qui viennent uniquement pour de la consultation, parce qu'il y a aussi tous les passes Navigo, encore une fois l'Île-de-France, qui drainent une bonne majorité de la population. Ouais. En fait, ces clients-là et ces utilisateurs-là, ils vont acheter ponctuellement pour partir en vacances ou pour des déplacements professionnels sur notre activité de vente de billets. Ils vont moins acheter sur l'activité de vente de billets, on va dire, Transilien, ou Île-de-France Mobilité. Ouais. Et par contre, ils vont quasiment tous les jours consulter. On a, par jour, on a 3,5 millions de visites. Et sur l'année, ce qui représente 1,3 milliard de visites sur notre site ou notre application. Okay. Et donc, sur cette partie-là, c'est vraiment, et c'est du 50%, enfin, on est sur du 50% de consultatif, 50% de vente maintenant, en termes de visites. Donc, c'est là où, en fait, on a basculé sur un aspect beaucoup plus consultatif de nos fonctionnalités. Ouais, il y a les grandes lignes et le départemental, quoi, régional, départemental. Ben, c'est aussi notre ambition, c'est d'être la mobilité tout en un. C'est-à-dire qu'on part de chez soi, la gare, la ville, on veut faire de la recherche de bout en bout, on développe cette activité-là. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas que vendre des billets grande vitesse ou TER. On a aussi toute cette partie. D'accord. Monsieur, sur ce sujet, typiquement, tu dis que vous développez de ce côté-là. Aujourd'hui, on parle que de ferroviaire quand même sur le fait de composer un trajet de plusieurs segments, plusieurs billets différents. On reste sur du pur ferroviaire? Non, on a du bus aussi. Okay. On vend du bus, et après on vend aussi de la mobilité sur les territoires bien spécifiques. Typiquement, on peut acheter sur SNCF Connect un billet de bus pour des villes comme Avignon, Tours ou Orléans, qui sont notre top 3. Voilà, donc en fait, on essaye vraiment, encore une fois, d'aller du point à point. L'ambition, encore une fois, c'est de développer l'ensemble des mobilités durables. Donc, c'est d'amener le client ou l'utilisateur de son point A, et quand on dit son point A, c'est chez lui, jusqu'à son point B, c'est-à-dire pas la gare ou la ville, c'est vraiment jusqu'au bout de son trajet.
C'est vraiment la volonté de développer toute cette partie mobilité. Ok. Et est-ce que du coup, ça fait partie on va dire, des choses sur la roadmap que d'ajouter, je sais pas, la voiture de location en bout de chaîne ou le vélo Alors, ça fait partie des réflexions ouais. Que l'on a et qu'on cherche à mettre à regarder si ça a de la valeur, etc. Donc ça fait effectivement partie des réflexions que l'on peut avoir pour SNCF. L'ouverture des billets de l'été, c'est un gros moment pour vous. Comment ça se passe comment ça se déroule? Alors il y a une énorme toutes les équipes quasiment de l'entreprise sont mobilisées. Il y a une grosse préparation en amont parce qu'il faut qu'on prépare l'architecture technique. Je te disais, on vend 1,7 million de billets par exemple sur ce type de journée. D'accord. Les gens se lèvent très tôt, enfin nos clients se lèvent très tôt puisque ça commence dès 6h du matin. Okay. Et donc en fait à 6h du matin, on peut remplir jusqu'à 8 TGV par minute. D'accord. Donc l'infrastructure technique se prépare bien en amont. Et si on revient sur cette partie justement data, moi mes équipes travaillent directement dessus, c'est qu'elles essayent de prévoir pour ces journées spécifiques pour fournir les informations au maximum aux équipes techniques pour qu'elles puissent dimensionner l'architecture, on va dire vraiment technique de l'application et du site internet. Et donc voilà, donc ça c'est pour la partie préparation et après on met en place un suivi plus spécifique sur cette journée-là. On essaie de suivre très régulièrement alors les aspects techniques mais aussi la partie vente pour suivre est-ce que la journée se passe bien, est-ce qu'on est bien dans les clous de ce qu'on avait prévu. Ok. Tu dis 8 TGV par minute, c'est j'imagine sur l'ensemble du territoire, à peu près en nombre de billets. Ouais. Mais à quelle heure en gros le premier TGV est complet? Pour se rendre compte. Alors, nous, on parle de 8 TGV par minute, donc en fait, c'est pas un TGV effectivement qu'on remplit. Après, j'ai pas forcément. Ça va dépendre de est-ce que c'est une ODV été où les destinations sont quand même très vastes. Ouais. Une ODV Noël où c'est un peu pareil, hein, les gens vont dans l'ensemble de la France. Une ODV neige. ODV ouverture des ventes, pardon. Ouverture des ventes. Ouverture des ventes neige où là c'est plus spécifique. C'est-à-dire que c'est plus pour aller dans des stations de ski et où là forcément les trains très ciblés. Ouais, ça va être très ciblé. Hein. On a quelques gares qui desservent les principales stations de ski françaises et donc là forcément ces trains-là sur ces journées-là sont plus rapidement complets. Et en fait ma question c'est est-ce qu'il faut se lever à 6h du matin pour avoir le billet le moins cher ou est-ce qu'on n'est pas non plus à ce niveau-là et si on le fait à 8h ou à 10h on a encore le billet. Alors, je peux pas répondre comme ça parce qu'on descend pas au niveau du train spécifiquement. Ouais. Encore une fois, ça va dépendre de la destination sur laquelle on souhaite aller. Et comme je te disais, si sur les destinations neige, forcément, vu qu'il n'y a pas non plus. On fait rouler des trains. Enfin, c'est pas nous qui les faisons rouler, mais on fait les trains roulent sur des rails, donc on peut pas en mettre des tonnes et donc forcément ces trains-là potentiellement pourraient être plus complets. Après sur une ouverture des ventes on a un pic à 6h du matin. Après ce sont des ventes qui s'étalent sur l'ensemble de la journée et sur les jours qui suivent d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment un moment important pour l'entreprise parce que c'est là où on ouvre des nouvelles dates et où les Français peuvent se déplacer et prévoir leurs vacances ou leur long week-end. Oui. Et il y en a combien par an des ouvertures de vente comme ça là On en a 3 ou 4. D'accord, ok. Alors toutes les données qui sont aux différents endroits, est-ce qu'elles sont stockées en silos? Du coup, si oui, comment est-ce que vous les désilotez ou est-ce que vous avez une façon de les stocker au même endroit quand on parle de marketing d'un côté, les données d'utilisation de l'app de l'autre, les ventes elles-mêmes qui sont peut-être encore un troisième type de données? Non, on essaye. Alors sur les données qu'on exploite nous pour faire toutes nos analyses, l'intelligence artificielle, en fait, tout est stocké à un même endroit pour différentes raisons. C'est déjà des raisons de simplicité. Enfin, quand on a tout à un même endroit, on peut mieux les gérer. On peut mieux les gérer d'un point de vue sécurité déjà, puisqu'on centralise et on n'a pas différents bases de données à droite, à gauche, etc. Ça permet aussi de gérer toute la partie RGPD, puisque ça nous permet de minimiser les données, de s'assurer qu'on a bien une finalité dessus. Et donc, on a vraiment tout centralisé dans la data platform. Après, le désilotage se fait au travers d'une gouvernance data,
que l'on a dans l'entreprise qui s'assure au travers de process de faire le lien justement avec toutes ces parties juridiques ou sécurité que tout ce qu'on met en place, parce que tout le monde ne peut pas avoir accès à la donnée. Typiquement, la donnée très agrégée, celle-ci, oui, on peut la mettre à disposition via des outils de database, mais les données qui sont pas agrégées enfin, les données brutes qu'on a au tout début de la chaîne, celles-ci, elles sont vraiment d'abord sécurisées et ensuite nettoyées et mises à disposition quand il y a des use cases. Sinon, elles sont pas collectées. D'accord. Voilà, donc c'est cette gouvernance en fait qui va désiloter, enfin qui va s'occuper en fait de nous proposer des process pour désiloter cette donnée. Est-ce que tu peux nous parler des signaux faibles qu'il peut y avoir, que vous observez, et comment vous les observez dans les données? Alors comment on les observe? C'est justement tout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toute cette partie objectif. Notre ambition, c'est de pouvoir parce qu'un objectif peut être très large, mais du coup, plus il est large, moins on peut détecter les signaux faibles. Donc toute notre ambition, c'est de descendre à des niveaux d'objectifs un peu plus fins pour pouvoir mieux piloter, souvent sur les analyses descriptives d'ailleurs. Donc ça, c'est un gros travail de l'équipe, de pouvoir descendre et puis de se dire, bon bah ok, regardez, ce qu'on a vendu, c'est bien, mais le regarder au niveau transporteur, ça nous permet de nous dire est-ce que c'est tel transporteur qui a des difficultés ou qui fonctionne bien. On regarde aussi ce qu'on appelle les dates de circulation, parce qu'on vend, mais pour des dates de circulation à venir. Donc, on essaye de prévoir aussi, aujourd'hui ou cette semaine, à peu près, les gens on pense qu'ils vont acheter pour telle période. Et donc, c'est toute cette partie-là qui nous permet de détecter les signaux faibles quand on a des variations importantes sur certaines dimensions qui se cumulent, on va dire. Regarder au global, c'est bien, mais c'est le cumul des dimensions et le cumul de ces objectifs qui vont nous permettre de nous dire, tiens, là, il se passe peut-être quelque chose. Et c'est là où on va déclencher des analyses complémentaires ou des analyses de performance sur d'autres aspects. Est-ce que le parcours, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes ailleurs? Tu as un exemple en tête? Oui, enfin, ça a d'ailleurs donné l'objet à une fonctionnalité qu'on a développée qui s'appelle alerte train complet. En fait, quand on se rend compte, par exemple, qu'on a beaucoup de visiteurs, mais qui finalement, en bout de chaîne, ne convertissent pas leur visite. Cette fonctionnalité, en fait, on s'est dit qu'elle pouvait être utile, c'est que les gens, quand ils arrivent sur une page, parce qu'ils recherchent un billet pour, je sais pas moi, partir à Marseille pour le week-end prochain, et qu'ils arrivent sur des trains complets, on sait qu'il y a des trains il y a des billets qui sont annulés entre le moment où la personne achète et le moment où elle voyage vraiment, et donc il y a des places qui sont remises potentiellement en vente. Ouais. Et donc on voyait qu'on avait sur certaines périodes des clients, un afflux de clients sur certaines destinations et qui se cassaient un peu les dents par rapport à ces trains complets. Et donc on a décidé de développer une fonctionnalité pour justement se dire, mets une alerte, comme ça quand le train, il y a une place qui est remise en vente, tu reçois une notification et c'est pas tout le monde, on a créé tout un algorithme qui permet de cibler les gens qui sont inscrits en premier, etc. Et ça permet en fait de se dire, ok, je vois un train complet, mais je pourrais revenir pour racheter derrière. Voilà, c'est ce type la donnée, là on est sur un exemple concret, nous a servi à mettre en place cette fonctionnalité. Une fonctionnalité, vous voyez beaucoup de gens guetter le nouvel afflux, quoi. Oui. Et encore une fois, ça va dépendre des destinations. Ouais, il y a des destinations, il y aura jamais de train complet, mais c'est sur certaines périodes, encore une fois, où on s'est dit, non, mais là, il se passe quelque chose. En fait, on a plus de gens qui peuvent pas acheter, donc il faut qu'on les aide. Parce que notre ambition, c'est aussi de fluidifier le parcours du client. Et donc, la data, elle doit aussi servir à ça. Elle doit aussi servir à mettre en place des fonctionnalités pour se dire, ok, on voit ça, on fait une description de ce qui se passe sur notre site ou notre application. Comment est-ce qu'on peut faciliter la vie de nos clients en bout de chaîne? Oui, et puis c'est peut-être le genre de problème où il va y avoir des petits malins, voire des apps spécialisées qui vont rafraîchir toutes les secondes, vérifier qu'il n'y a pas un nouveau billet. Et c'est vrai que si tout le monde fait ça sature vos serveurs et c'est pas... Ouais, ça, on a une équipe sécurité. Alors, je suis pas expert sur cette partie-là, mais je pense qu'on a une équipe sécurité qui veillerait à ce que ça se passe pas. Qui veille sur cette partie. Alors, est-ce que vous faites un peu d'IA? Est-ce que vous avez des cas d'automatisation dont tu pourrais nous parler ou d'assistance grâce à l'IA?
Oui, alors on travaille sur l'IA, on cherche au travers de l'IA, en fait, on essaie de concilier l'IA et l'humain. Parce qu'en fait, on n'est pas partisan du tout IA. On veut vraiment qu'il y ait des use cases et on veut aussi que l'humain, parce qu'on voit bien, l'humain garde une place importante dans ces développements. On a de l'IA pour nos collaborateurs, par exemple, où on va chercher notamment à optimiser la productivité. Je vais parler pour mon équipe. Je parlais des objectifs. Décliner des objectifs suivant des dimensions très fines, c'est extrêmement chronophage. Et donc, on fait des expérimentations pour se dire, est-ce que l'intelligence artificielle peut pas nous aider à construire ces objectifs au travers de l'historique, au travers de d'autres données qu'on pourrait aller capter, comme la météo. Donc, c'est des expérimentations qu'on essaie de faire pour vraiment toute cette partie productivité, on va dire. Mais pareil, on se lance pas à corps perdu dans l'intelligence artificielle. Moi, mes équipes, elles ont un regard extérieur. Et du coup, c'est pour ça qu'on expérimente, parce qu'on voit bien que il y a la théorie, puis derrière, il y a la pratique, et on est de temps en temps obligé de reprendre ce que potentiellement les algorithmes peuvent donner. Et après, on a aussi l'IA pour nos clients, qu'on peut utiliser, mais pareil, avec parcimonie. Je peux te donner un exemple pour notre bot, où on peut poser des questions sur notre site et notre application. On va utiliser l'IA pour optimiser notre bot et fournir des réponses plus pertinentes à nos clients. Donc c'est vraiment deux types d'applications, une plutôt orientée productivité et une orientée pour nos clients. Mais encore une fois, on avance sans se jeter sur l'IA, mais en vraiment essayant d'avancer petit peu par petit peu pour être efficace sur cette partie. Ok. Alors côté méthode managériale pour mesurer la performance, quelle est est-ce que tu peux nous partager ta méthode? Alors, dans le monde de la data, ce que j'ai longtemps observé, c'est que quand on a un besoin, on fournit aussi la solution à ceux qui doivent nous fournir un chiffre. J'ai besoin de ce KPI, j'ai besoin de ce graphe, mais on en oublie le besoin. Et de mon côté, j'essaie de rester au niveau du besoin. C'est-à-dire que j'ai des experts, j'ai des data analystes dans mon équipe, certains plus jeunes, puisqu'on fait appel on a des alternants et puis qu'on recrute, donc qui sortent d'école, d'autres plus expérimentés. Mais en fait, j'essaie toujours de leur expliquer pourquoi, de quoi j'ai besoin pour que eux me trouvent la solution. Et en fait, je me rends compte que plutôt que de leur demander un chiffre sur lequel ils vont pouvoir me le sortir souvent, mais ça va pas répondre in fine à la question que je me posais. Et donc, j'essaie vraiment de rester à ce niveau question. C'est quelque chose que j'ai pu tester plusieurs fois. Alors, ça prend des fois un peu plus de temps. J'ai pas forcément la réponse tout de suite parce qu'ils ont tout un tas de réflexions à avoir. Mais j'utilise leur expertise. Je pousse leur expertise au maximum. Et ils me sortent. Je suis assez surpris. Je suis surpris assez souvent en fait de ce qu'ils arrivent à me sortir parce que des fois ils produisent des graphiques, ils produisent des analyses et ils vont sur des terrains que moi j'avais même pas imaginé, même au niveau de mon besoin. Mais le fait de rester au niveau du besoin, ça me permet d'utiliser leur expertise et ça me permet moi de rester high level. C'est-à-dire du coup, comme ça, je suis pas rentré dans tout le détail et je réagis par rapport à ce qu'ils me fournissent. Voilà, c'est un peu ma méthode que j'applique sur mes 3 équipes d'ailleurs. Donc un peu une sorte de refuser de rentrer dans le détail, justement pour que il y ait un effort de synthèse qui soit fait, et cet effort de synthèse permettra aussi de filtrer l'information inutile. Ouais. Un effort de synthèse et un effort de sortir du cadre. Ça si jamais on leur donne trop la solution tout de suite, en fait, ils vont pas sortir du cadre. Ils vont faire ce qu'on leur demande. Le fait de leur fournir des questions, alors après, ils ont le droit de poser des questions, mais le fait de leur fournir une question qui est quand même assez vaste, par exemple, est-ce que nos ventes se sont bien comportées sur l'été? C'est une question qui est très vaste. Ouais. Mais du coup, ils vont aller chercher certainement des indicateurs qu'on exploite quelquefois un peu moins. Parce que ils vont creuser une partie. Alors, il y a beaucoup de tâtonnements. C'est pour ça que je disais, ça prend quelquefois un peu plus de temps. Mais tant pis sur certains aspects parce que ils découvrent. Et en découvrant, on peut découvrir des nouvelles choses. Et puis, on se dit, tiens, cet indicateur-là qu'on suivait pas, il a peut-être de la valeur à suivre. Il faut peut-être qu'on l'inclue dans nos indicateurs stratégiques de performance. Ok. Alors, est-ce que tu as des exemples de grands verrous technologiques, de grands obstacles que vous avez surmontés, résolus? Est-ce qu'on pourrait en prendre un? Alors, des verrous technologiques,
je dirais que la quantité de données reste quand même un sujet. Ouais. Comme je disais, on vend énormément de billets. Enfin, on est une entreprise où la donnée est quand même très importante. On essaie de la minimiser en fonction de nos use cases, mais ça reste quand même très important. Et aujourd'hui, les technologies sont là pour capter de la donnée, un maximum de données. Mais après, dans l'exploitation, du coup, ça fait une somme de données importantes à regarder. Et une donnée qu'on regarde pas, c'est une donnée qui devient très vite de non-qualité. Et donc, sur tout un tas la donnée, c'est infini, hein. On peut en sortir X indicateurs qu'on peut regarder dans un sens, dans l'autre, etc. C'est un peu ça la difficulté qu'on peut avoir sur les freins qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'en fait, sur ce pool de données, il faut qu'on arrive à trouver les éléments qui vont nous permettre de mesurer la performance. Et là est toute la difficulté. Je voudrais juste partager un dernier élément aussi, ou une dernière difficulté, c'est l'accompagnement au changement qu'on peut avoir, notamment sur la mesure de la performance. Mon équipe génère des reportings, elle crée des reportings, elle crée des analyses. Et en fait, dans cet accompagnement du changement, c'est que les collaborateurs en interne peuvent avoir l'habitude de voir les choses d'une certaine manière. Et quand je suis arrivé chez SNCF Connect and Tech, l'ambition, c'était de mettre en place un outil de data visualisation, de sortir du Excel ou d'outils qui étaient plus des ancêtres. Et il y a tout un accompagnement de changement parce qu'il y a des habitudes dans la donnée. On a l'habitude de regarder un indicateur, on a l'habitude de regarder des dimensions. Et justement, pour revenir à ta question de tout à l'heure sur les méthodes managériales, si on reste sur ces habitudes-là, en fait, on ne découvre pas de nouvelles choses et on risque de passer à côté de signaux faibles. Et il faut absolument, justement, essayer de s'ouvrir à des nouvelles technologies et d'ouvrir le champ des indicateurs que l'on a à regarder. Voilà, okay. C'est un peu les verrous que je vois. Donc la somme de données qu'on peut avoir et l'accompagnement du changement sur la donnée avec toutes les habitudes que les collaborateurs ont aussi. Alors, dans cette thématique-là, quelles erreurs est-ce que tu peux nous partager dans les erreurs du passé que tu peux nous partager pour nous faire gagner du temps? Je dirais de pas voir trop, de pas. C'est la théorie des petits pas pour moi. Si jamais on fait pas la théorie des petits pas, si on voit tout de suite une analyse dans son ensemble ou une prédiction ou essayer de lancer un projet même d'IA tout de suite avec la cible, on n'y arrivera pas. Surtout avec la data. La data, elle est en fait, faut y aller petit peu par petit peu. Sinon, on va chercher trop gros, on va s'épuiser, on va épuiser nos collaborateurs et on aura l'impression de rien produire. Moi, je suis un partisan des petits pas. J'ai déjà eu à expérimenter pour un data catalogue, par exemple, remplir un data catalogue, on peut se dire je vais tout remplir. Non, ça fonctionne pas parce qu'en fait, en voulant tout remplir, on remplit rien au final, ou alors on remplit des choses qui sont pas forcément importantes pour l'entreprise. C'est exactement la même chose là quand on descend dans le niveau de la donnée. Faut y aller petit peu par petit peu. Donc mon conseil, c'est de pas voir trop grand sur la data et de pas attendre. Ça dépend des analyses, mais nous on est sur la mesure de la performance, donc faut que ce soit quand même assez rapide. On peut pas attendre de mesurer la performance puis de donner les résultats 3 semaines après. C'est souvent trop tard. Et donc, il faut accepter de faire des petits pas et puis pas forcément donner la réponse tout de suite. Comment tu défends cette politique des petits pas, cette agilité, comme on pourrait l'appeler, très itérativité, face à des gens qui demandent un budget pour l'an prochain, qui te demandent combien de temps il faut pour faire l'ensemble d'une tâche, comment est-ce que on fait coexister des gens qui aiment bien planifier des grands projets avec cette politique des petits pas qui aiment bien écrire le cahier des charges en cours de route? Mais on peut fournir des données très rapidement. En fait, le fait de produire des premières données qui vont commencer à nourrir les interlocuteurs en face, ça déjà détend l'atmosphère. Ensuite, une fois qu'on a nourri d'une première partie, ça leur laisse le temps de réflexion pour ajuster effectivement leur projet ou leur budget pour l'année prochaine. Et après, nous, on continue par contre. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à ce moment-là. Mais en fait, c'est comme un projet agile, en fait. Le fait de livrer quelque chose, de tester ce qui a été livré et de l'ajuster, ça évite de livrer un projet qui, en bout de chaîne, ne répond pas aux attentes des utilisateurs. Et globalement, dans une boîte aussi grosse que une filiale de la SNCF Voyageurs, c'est des processus qui s'appliquent bien. On arrive à piloter avec des petits pas et du court terme. On
On n'a pas des comptes à rendre un peu long terme. Si, mais ça s'ajuste au fur et à mesure. Okay. En fait, en fournissant un chiffre, on a beaucoup d'interactions entre les différentes directions. On travaille pour les directions commerciales, direction client, direction produit. En fonction de la performance que l'on observe, en fait, on va derrière fournir des premiers chiffres. Eux vont avoir des retours, ils ont des premières questions. Et donc, en fait, c'est beaucoup d'interactions à la data. Il faut justement pas s'arrêter sur je fournis une grosse présentation. Ça dépend encore une fois de ce qu'on veut en faire. Des fois, il y a des études qui nécessitent qu'on passe du temps, qu'on fournisse une étude bien ficelée, etc. Sur la mesure de la performance, c'est autre chose. La mesure de la performance, c'est on avance aussi avec les sachants. Nous, on est côté data. On n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants côté produit, côté direction commerciale, côté direction marketing. Et donc, c'est nous, on leur fournit des chiffres. L'objectif, c'est qu'ils puissent s'emparer de ces chiffres-là pour soit ajuster leurs actions, soit comprendre les actions qu'ils ont faites et pouvoir nous challenger en nous disant, j'ai besoin aussi de ce chiffre-là en plus. C'est là où moi je remonte d'un cran en leur disant mais t'en as besoin pourquoi ? Est-ce que c'est pour lancer une action ? Est-ce que c'est pour comprendre ? Parce que du coup c'est pas forcément les mêmes indicateurs. Et donc cette théorie des petits pas, elle est liée aussi à une très bonne communication qu'on doit avoir entre les différentes directions. Ok. Alors est-ce que déjà qu'est-ce que tu préfères et que tu aimes le moins dans ton travail ? Ce que je préfère c'est que chaque journée est différente de l'autre. En fait dans la donnée on peut découvrir, alors soit parce que il s'est passé quelque chose la veille sur notre site ou notre application, comme une ouverture des ventes, soit parce qu'il y a des chiffres qu'on comprend pas, parce qu'on a des évolutions ou des choses qu'on comprend pas, soit parce qu'on a des projets à mener. Enfin, la data, elle est partout, en fait. Et donc, c'est un peu ce qui me fait me lever le matin, c'est de me dire, ok, cette donnée, je peux l'exploiter et je vais pouvoir en tirer quelque chose de nouveau à chaque fois. Ce qui me plaît peut-être un peu moins, c'est un peu justement, c'est ce qui va avec cette infinité de données, c'est que on peut se perdre. Et des fois, on se perd. Et des fois, on se dit qu'on peut tout expliquer par la data. Et puis, il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer par la data. Donc, il y a une certaine frustration et c'est des éléments exogènes qu'on ne maîtrise pas quand on nous pose la question. Et en fait, on se rend compte que la data, elle explique pas tout. Et donc, il y a cette frustration qui peut arriver. Ou alors, c'est qu'on ne voit pas. Par l'infinité de la donnée, des fois, on n'a peut-être pas mis les bonnes dimensions, on n'a peut-être pas pris les bonnes datas. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager ? Oui, une anecdote. Quand je suis arrivé chez SNCF Connect & Tech, une de mes premières missions, ça a été de développer la DataVis. Et je suis arrivé le jour du confinement. Le jour même, où on nous a dit, il faut rester confiné chez vous. Et donc, et en fait, il y a eu, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a eu un jeune étudiant qui s'appelait Guillaume Rosier qui avait lancé Covid Tracker. Et en fait, je me suis dit, ça tombe bien. Enfin, il a utilisé la DataVis pour démocratiser une donnée que tout le monde voulait regarder. Et moi, j'avais comme mission de démocratiser la data au travers de l'outil de DataVis. Donc, je me suis dit, ça tombe très bien. En fait, je vais utiliser ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a pris quelque chose qui était utile. En fait, il a pris un tableau de bord qui était utile pour l'ensemble des Français, mais je me suis dit, moi, pour développer la DataVis, il va falloir que je trouve le dashboard le plus utile pour développer la DataVis dans l'entreprise. Ouais. Tu as clarifié ta fiche de poste et il a évangélisé en Exactement. même temps. C'était parfait. Est-ce que tu as une opinion que tu voudrais partager ? Oui. En fait, j'entendais hier, je crois que c'était une interview sur France Info où on revoit encore les maths, on ne sait pas trop comment est-ce que les mathématiques doivent être enseignées à l'école, est-ce que c'est important, pas important, parce que souvent les étudiants, enfin moi je suis papa de 2 enfants, on me dit mais à quoi ça va me servir les maths, etc. Et en fait on vit dans un monde de données. Et je pense que les mathématiques ont une place à l'école, ont une place toute importante parce qu'aujourd'hui tout est donné. On en entend les élections, tout tourne autour de la donnée. Et les matières scientifiques sont extrêmement importantes pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Et donc voilà, c'est vraiment ça pour moi qui est extrêmement important. J'aimerais que cette partie mathématique revienne sur le devant de la scène parce que c'est ce qui permet aux différentes personnes de comprendre le monde qui nous entoure. Quels sont les chantiers en cours donc dans l'équipe que tu diriges ?
Alors, beaucoup d'expérimentation, encore une fois, sur la partie. On veut vraiment. On parlait de l'IA tout à l'heure pour la partie productivité. Je veux vraiment essayer de développer cette partie-là. Moi, mon ambition, c'est vraiment de recentraliser mes collaborateurs sur toute une partie beaucoup plus analyse. C'est-à-dire que j'utilise leur cerveau pour faire des analyses plus poussées, plus concrètes pour les directions pour lesquelles on travaille. Et donc, les prochaines étapes, en tout cas, côté dans mes équipes, c'est vraiment de développer ces expérimentations avec les outils d'intelligence artificielle qui sont disponibles. Ok. Et qui est-ce que tu aimerais entendre au micro de Data Driven 101 dans un prochain épisode? Alors, je suis fan de sport. J'ai une application, moi, que je trouve juste géniale, c'est Strava. Et j'aimerais entendre quelqu'un qui travaille sur la donnée, justement, chez Strava, de savoir comment est-ce qu'ils exploitent cette data-là pour développer tout ce qu'ils ont mis en place. Aujourd'hui, je crois que on le dit, si c'est pas sur Strava, c'est que t'as pas fait de sport, ou c'est quelque chose comme ça, je crois, le texte. Et c'est grâce à la data qu'ils ont développé cette application-là. Enfin, ils ont tout misé sur la data. Ouais. Je trouve que j'aimerais bien entendre quelqu'un qui parle de la data chez Strava. Très bonne idée. Merci beaucoup, Johan. Merci, Marc. Vous venez d'entendre Johan Motion, directeur performance business et web analytics chez SNCF Connect & Tech.